Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al-Mouatine TV. Pour ce nouveau rendez-vous, je suis très heureux d'accueillir Madame Laurence Ndong. Elle est docteure en sciences de l'éducation, option didactique des sciences expérimentales, chercheuse, enseignante en didactique des sciences. Elle est aussi et surtout une experte reconnue en approche genre et développement. Mais elle a aussi d'autres casquettes, notamment celle de présidente fondatrice de l'association Veuvage, droit, accompagnement et perspective. Et puis sur le plan politique, elle est très engagée, on le sait, c'est une éminente membre de la société civile gabonaise. Elle est aussi donc concernée par ce qui se passe dans son pays, donc le Gabon. Nous allons ce soir aborder avec elle les problèmes de politique intérieure à l'aune évidemment de la situation qui prévaut, puisque depuis maintenant 48 heures, ce sont des jeunes qui manifestent dans la rue. Et on le sait, il y a de cela quelques jours, le président Ali Bongo est revenu à Libreville. Nous allons ensemble essayer d'évoquer les perspectives d'avenir pour ce pays. Laurence Ndong, bonsoir. Bonsoir Henri et merci pour l'invitation. Mais tout le plaisir est pour nous, en tant qu'auteur de plusieurs ouvrages, et nous aurons l'occasion d'en parler. Vous avez eu l'occasion, effectivement, notamment de publier Gabon, pourquoi j'accuse. C'était aux éditions L'Harmattan. C'est une manière déjà pour vous, je dirais, d'afficher d'une certaine manière votre point de vue sur la situation qui y prévaut sur le plan, je dirais, intérieur. Pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qui se passe aujourd'hui, à Libreville notamment, que peut-on dire à cet instant précis? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Gabon, depuis plus de 50 ans, est entre les mains d'une seule famille. Donc Bongo père et fils se sont succédés au pouvoir. Le père pendant 42 ans, le fils depuis 2009. Et il s'impose au pouvoir parce que les Gabonais n'en veulent plus. Et pourquoi les Gabonais n'en veulent pas? Parce que le Gabon est un petit pays de par sa superficie, mais aussi de par sa population, mais c'est un grand pays de par les valeurs et de par la bravoure de son peuple. Le Gabon, c'est 1 800 000 habitants, un émirat pétrolier qui a le même produit intérieur brut quasiment que le Portugal, mais dont la population est extrêmement pauvre. Pauvre, donc pas à cause du manque de richesse, pas à cause du manque d'argent, mais parce que ceux qui gouvernent ce pays depuis plus de 50 ans ont choisi d'ériger en mode de gouvernance les détournements de fonds, la spoliation de leur propre pays, la répression, donc toutes les libertés fondamentales sont confisquées et donc le peuple gabonais en a marre. Chaque élection est une occasion de violer toujours la volonté de ce peuple qui, dans les urnes, ne vote pas pour les Bongos, mais ces derniers s'imposent au pouvoir parce qu'ils ont confisqué toutes les institutions, depuis la Cour constitutionnelle qui est dirigée depuis maintenant 28 ans par l'ex-maîtresse d'Omar Bongo Ondimba, avec qui il a eu 3 enfants. Donc, il a mis à la tête de la Cour constitutionnelle son ex, sa maîtresse, hein, donc, et elle y est toujours. Elle est là pour préserver les intérêts du clan, puisqu'elle a des enfants avec Omar Bongo, et l'un d'entre eux, actuellement, est directeur général du budget, donc c'est pour dire. Et, euh, et donc, toutes les institutions sont confisquées, elles sont aux ordres, mais la situation économique et sociale est des pires. C'est vraiment ce qu'il y a de pire au monde parce que au Gabon, les femmes accouchent à même le sol encore aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas de route décente. Vous allez à l'intérieur du pays, il y a pire que des pistes d'éléphants. Et pour revenir à l'éducation, puisque depuis 2 jours, les élèves sont dans la rue, c'est le 3e jour aujourd'hui, le gouvernement a voté une mesure, a adopté une mesure selon laquelle désormais pour avoir une bourse d'études à l'université, il faut avoir un minimum de 12 de moyenne à l'année en terminale et avoir 19 ans tout au plus. Or, c'est quoi la situation au Gabon? La situation au Gabon, c'est que le système éducatif a été laissé à l'abandon depuis trop longtemps. Il y a eu en 2010 les États généraux de l'éducation, certes, mais rien des mesures qui sont sorties de ces États généraux n'ont été appliquées. Moi, j'ai enseigné au Gabon et la situation n'a pas changé. Aujourd'hui encore, j'ai reçu des photos. Nous avons des salles de classe en primaire, au lycée, au collège, où il y a 200 élèves par classe. Alors précisément, vous brossez là un tableau apocalyptique de la situation, car ceux qui ont l'habitude de parcourir notamment les classements, notamment liés aux revenus par tête d'habitant, se souviennent en tout cas qu'il y a encore très peu de temps, le revenu par tête d'habitant du Gabon était l'un des plus élevés d'Afrique, ce qui contraste d'ailleurs avec l'indice de développement humain
qui est également publié chaque année par le Programme des Nations Unies pour le développement. Mais comment vous expliquez ce décalage entre cette situation d'émigrats pétroliers et ce tableau catastrophique sur le plan social, disons-le aussi, sanitaire et éducatif? Bien sûr. En fait, c'est ça le drame du Gabon. C'est ce paradoxe-là qui est énorme d'avoir une population tout aussi pauvre, une absence totale d'infrastructures. Je vous dis qu'au Gabon, les élèves s'asseyent à même le sol. Quand on parle comme ça, on a l'impression qu'on exagère dans ce qu'on dit. Mais vous pourrez retrouver une vidéo d'Ali Bongo lui-même qui date de février 2018, dans laquelle il dit lui-même que les établissements scolaires publics du Gabon sont des porcheries, qu'il n'y a pas de toilettes et que les enfants font leurs besoins à l'air libre. Et là, il demande à son gouvernement de réhabiliter les écoles. Sauf qu'en 2013, au lendemain des États généraux de l'éducation, plus de 60 milliards de francs CFA ont été décaissés du trésor public, versés à l'Agence nationale des grands travaux, dont Ali Bongo lui-même était président du conseil d'administration, en violation de la Constitution, qui interdit au chef de l'État d'avoir d'autres activités génératrices de revenus, parce qu'en plus de cette fonction, il se faisait rémunérer 160 millions de francs CFA par mois en tant que PCA de l'Agence nationale des grands travaux. Cet argent a été décaissé et aucun établissement scolaire n'a vu le jour. Depuis qu'Ali Bongo est là, depuis 2009, aucun établissement scolaire n'a été construit, aucun n'a été véritablement réhabilité. Et c'est pour ça que les enfants sont dans la rue, ils se disent c'est pas possible. Le pays ne peut pas avoir autant d'argent et tout cet argent est détourné. Le paradoxe ne peut s'expliquer que par les détournements de fonds. Vous avez l'affaire des biens mal acquis en France, où les Bongo ont des biens qui s'élèvent à des centaines de millions d'euros. Lorsqu'Ali Bongo arrive au pouvoir en 2009, le premier achat qu'il opère, le premier investissement, c'est un hôtel particulier qu'il achète à Paris pour 200 millions d'euros. Cet hôtel s'appelle, il porte le nom de son ancien propriétaire, le Pozzo di Borgo, qui n'a jamais été habité et qui aujourd'hui encore est en travaux. Ils ont déjà mis 300 millions d'euros dans un hôtel inhabité. Pendant ce temps, on veut réduire les élèves qui n'ont déjà rien, on veut durcir des mesures d'attribution des bourses, et on veut dire que c'est pour l'excellence. Non, quand on prend de l'excellence, on commence par mettre en place un service éducatif de qualité. On construit des écoles, on construit des universités, on construit des bibliothèques, on les équipe et à partir de là, on peut exiger le meilleur des élèves. Alors, je rappelle que vous êtes membre de la campagne internationale Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique. En 2016, eh bien, les élections présidentielles ont été organisées au Gabon. Le résultat est resté controversé à ce jour. Est-ce que vous diriez que l'origine de la crise actuelle émane précisément de la difficulté qu'il y a eu précisément à départager en réalité les candidats lorsque les résultats ont été rendus publics? Il n'y a pas eu de difficulté à départager les candidats. Ali Bongo a perdu l'élection, Jean-Pierre l'a remportée. C'est aussi simple que ça. Ils ont opéré un passage en force comme ils ont coutume de le faire depuis qu'il y a des élections multipartites au Gabon. Depuis 1990, depuis la première élection présidentielle multipartite de 1993, ils se sont toujours imposés au pouvoir par la force. Ils ne respectent pas le vote des Gabonais. Maintenant, la situation que nous vivons aujourd'hui, elle date d'avant 2016. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que depuis qu'Ali Bongo est là, la situation du pays n'a cessé de se dégrader. Comment vous expliquez cette dégradation? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui semble regretter même l'absence de Omar Bongo. C'est quand même paradoxal. C'est extrêmement paradoxal. Comment vous expliquez qu'en 2016, en 2009, lorsqu'Omar Bongo décède, pour ne parler que de la dette, il rembourse en juin 2009 80% de la dette du Gabon au Club de Paris. Donc quand il décède, le Gabon a une dette de 1600 milliards de francs CFA, environ 18% du PIB. Entre 2010 et notamment en 2012-2014, le prix du baril de pétrole a été l'un des plus élevés depuis qu'on vend le pétrole au monde. Pendant ce temps, d'autres pays faisaient des économies, mais le Gabon, avec toute cette manne pétrolière, a continué de s'endetter au point qu'aujourd'hui, le pays a près de 6 000 milliards de dettes et cette dette dépasse les 50% du PIB. On avoisine une dette de 60% du PIB. Comment est-ce possible? Comment on peut avoir une manne pétrolière
aussi importante et dans le même temps endetter le pays. Ça ne peut s'expliquer que par la gabégie, par les détournements de fonds massifs dont se sont rendus coupables ceux avec qui Ali Bongo dirige le pays depuis 2009. La solution, selon vous? L'élection de 2016, les Gabonais avaient décidé une fois de plus d'en finir avec ce régime. Ils se sont mobilisés comme jamais auparavant et leur vote, non seulement il a été volé, mais la répression a été l'une des plus sanglantes que le Gabon ait connue jusqu'à présent. Et comme ils ne veulent pas reconnaître leurs méfaits, ils veulent simplement soumettre le pays de force, mais les Gabonais n'en peuvent plus. Parce que de mensonge en mensonge, une chose est réelle, c'est la misère dans laquelle le peuple vit aujourd'hui. Les Gabonais ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. La population est exténuée, elle n'en peut plus et on ne peut pas continuer de prendre des mesures injustes et s'attendre à ce que le peuple les subisse en silence. Ce n'est plus possible. Alors l'accident cardiovasculaire dont a été victime Ali Bongo en Arabie Saoudite il y a un peu moins de 6 mois, est-ce que selon vous a été de nature à exacerber la crise politique intérieure? Mais bien sûr que la crise a été exacerbée. Pourquoi? Parce que ce régime, non seulement il érige la malgouvernance, les détournements de fonds en mode de gouvernance, mais tout ceci sur un soubassement de mensonges avérés. Ils mentent pour tout. Aujourd'hui, ils sont les premiers à dire que oui, Ali Bongo est un homme, il a le droit d'être malade, mais personne ne lui refuse ce droit. C'est bien de se rendre compte qu'il est un homme parce qu'aujourd'hui il est malade. On aurait aimé qu'il se rende compte qu'il n'est qu'un homme lorsqu'il programmait des assassinats de jeunes Gabonais simplement parce qu'il voulait qu'on reconnaisse leur vote. Là aussi, quand on est un humain, on ne tue pas d'autres humains. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, il est malade. Qu'est-ce qu'on reproche? C'est comme d'habitude, la gestion de l'information au sujet de cette maladie. Le gouvernement n'a jamais communiqué en employant le mot AVC. Le porte-parole de la présidente de la République, il a fallu qu'il soit interpellé après que des médias internationaux aient parlé du malaise d'Ali Bongo, de son hospitalisation à Riyad, pour qu'ils disent que c'était une fatigue passagère. 2 jours après, il dit que les médecins ont diagnostiqué une fatigue très sévère. Donc la fatigue sévère était devenue une maladie. Ensuite, il est passé au stade où c'était des saignements. On ne savait pas où étaient ces saignements, dans la tête, dans le pied, dans le ventre. On n'en savait absolument rien. Et puis le 31 décembre, pour un soi-disant discours à la nation, il nous présente un individu complètement affaibli, incapable de parler, de lire un discours plus de 2 minutes. Il zozote, il a la partie droite complètement paralysée. Excusez-moi, et là on réalise qu'en fait, il a des signes d'un après AVC. Et donc depuis, on va de mensonge en mensonge, il a le côté droit paralysé, il est droitier. Comment se fait-il qu'on se retrouve à Libreville avec des documents signés à Akanda, ça veut dire une commune voisine de Libreville, par Ali Bongo qui se trouve à Riyad? Qui se trouve à Rabat. Donc, on est dans le faux et dans le mensonge, ce n'est pas possible. Qui dirige le Gabon? Alors, on ne peut pas vous le dire ouvertement puisqu'il continue de dire qu'Ali Bongo est apte à diriger le Gabon alors qu'il ne l'est pas. C'est tout le simulacre qui a été réalisé le 23 mars dernier lorsqu'ils ont annoncé qu'Ali Bongo rentrait au Gabon et qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens. Entre-temps, quand on le voit partir de Rabat, il est incapable de lever la main droite pour dire bonjour. C'est son aide de camp, Jean-Luc Envam, qui est obligé de lui tenir la main pour qu'il salue les officiels marocains. Mais 3 heures après, quand il arrive à Libreville, on nous présente un soi-disant Ali Bongo que la presse ne peut pas approcher, que même les ministres gabonais n'ont pas été capables d'approcher et qui subitement se met à lever la même main droite. On se dit, il y a un problème, il y a forcément, ou c'est un sosie, ou il y a eu un miracle dans l'avion. Alors il y a une information non confirmée qui fait état d'un retour en fait d'Ali Bongo à Londres. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Depuis qu'il a fait son AVC à Riyad, c'est l'omerta, c'est de rumeur en rumeur. Ils ne communiquent pas et ils sont les premiers à se plaindre qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des supputations. S'ils communiquaient au moins de façon véridique sur ce qu'Ali Bongo a, ils ont dit il est revenu soi-disant de façon triomphale, il a recouvré tous ses moyens, mais depuis qu'il est rentré, il n'a tenu aucun discours, il n'a fait aucune interview, on ne l'a entendu nulle part. Même les ministres n'ont pas été capables de lui serrer la main à l'aéroport, personne ne le voit. Donc, il ne va pas bien, ça ne va pas. Ou Ali Bongo est déjà mort, ou il y a un sosie, ou personne ne sait parce qu'ils sont assis dans le mensonge. Et pourquoi ils sont assis dans le mensonge? Parce qu'ils savent que leur gouvernement, leur pouvoir est illégitime, leur pouvoir est illégal. Et aujourd'hui, la seule figure qui semble encore les maintenir là, c'est Ali Bongo. Et le jour où ils annoncent qu'Ali Bongo n'est plus,
ils savent que leur régime partira en même temps. Donc, ils essayent de gagner du temps. Alors, précisément, Laurence, donc c'est ici peut-être le lieu pour nous de voir au fond quels sont les scénarios de sortie de crise qui sont envisageables. On l'a bien compris, la situation est extrêmement compliquée. L'état de santé d'Ali Bongo ne fait rien pour arranger les choses. Il y a une grogne sociale. De votre point de vue, aujourd'hui, si l'on devait sortir par le haut de cette situation, quelles seraient les pistes envisageables? Faut-il retourner aux urnes? Faut-il envisager une conférence nationale pour essayer de rapprocher les points de vue aussi bien de l'opposition que du régime? Qu'est-ce que vous proposez? Les mots du Gabon sont connus. Vous savez, lorsque Nelson Mandela arrive au pouvoir, on dit souvent Nelson Mandela a pardonné, l'Afrique du Sud s'est réconciliée, oui, mais il y a eu des commissions vérité et réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation sans la vérité. Le régime qui est là doit simplement reconnaître que les Gabonais n'en veulent plus. Regardez des mesures qu'ils prennent. Les élèves sont dans la rue depuis 2 jours, 3 jours aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, la police a chargé des élèves qui manifestaient pacifiquement. On en vient au Gabon au point où un militaire peut mettre une grenade lacrymogène dans un bus dans lequel les élèves sont assis. Ils n'ont rien fait de mal. Donc, un régime ne peut pas se comporter de manière aussi méchante et s'attendre à être toléré. Ces gens doivent déposer les armes. Ils doivent simplement dire aux Gabonais, nous reconnaissons que nous nous sommes imposés à vous, mais comme ils ne veulent pas y arriver, parce qu'ils ne céderont pas, s'ils voulaient céder, ils seraient partis la tête haute sans leur défaite à l'élection le 31 août 2016. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut simplement pour que le pays soit apaisé véritablement, c'est que ce régime reconnaisse ses erreurs, qu'il reconnaisse qu'il est allé trop loin et qu'il revienne sur ce que les Gabonais ont toujours voulu, qu'il respecte la volonté et la dignité du peuple gabonais. Repartir aux urnes avec les mêmes, ils feront ce qu'ils ont fait depuis 1993. Ils voleront l'élection, ils mettront l'armée dans la rue pour mater les Gabonais. Il faut aujourd'hui qu'ils déposent les armes, qu'il y ait une transition et que par rapport à cette transition... Une transition citoyenne avec Jean Ping par exemple comme acteur ou d'autres? Jean Ping est celui qui a remporté la dernière élection présidentielle. C'est lui que les Gabonais ont voté. C'est Jean Ping que les Gabonais ont voté. Donc il faut qu'ils reviennent et reconnaissent qu'ils ont perdu, qu'ils n'ont pas été élus et qu'ils reconnaissent le vote des Gabonais, la dignité du peuple gabonais. C'est tout. Il n'y a que ça qui est possible de faire aujourd'hui. Ou bien, s'ils disent qu'ils veulent aller à une élection, parce que le contentieux électoral 2016 est maintenant loin, il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas de garantie de transparence, qu'il n'y a pas de garantie de liberté dans cette élection. Donc, il faudra remettre toutes les institutions à plat, et ça passerait évidemment par une transition citoyenne qui remettrait à plat toutes les institutions pour s'assurer d'une élection libre et transparente. Mais si ce n'est pas le cas, la crise ne s'arrêtera pas parce que tous les peuples sont dociles jusqu'au jour où ils se révoltent parce que chaque peuple a atteint à un seuil de tolérance. Et je crois que les Gabonais ont été plus que tolérants face à tous les maux et toute la misère que ce régime leur a fait subir jusque-là. Alors on l'a bien compris, la situation, bien qu'étant complexe, peut être effectivement solutionnée à l'aune de ce que vous venez de proposer comme solution, Laurence Ndong. On arrive petit à petit au terme de notre entretien. On va peut-être l'occasion ici de parler de votre dernier ouvrage, Une femme chrétienne, leadership féminin, que vous avez publié il y a de cela quelques mois, donc préfacé par Cécile Kyenge, députée européenne et ancienne ministre italienne. Je rappelle que du 28 au 30 juin, vous organisez, je pense, une conférence en région parisienne. Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Alors, j'organise en effet en région parisienne du 28 au 30 juin cette conférence qui s'intitule Cœur de Dieu, cœur de femme et qui va porter sur le leadership féminin. Le thème de la conférence est Femmes, que rien ne te limite. Le monde aujourd'hui a souvent été dirigé par des hommes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je crois aujourd'hui que la femme doit prendre la place qui est la sienne et doit pouvoir exercer pleinement son leadership pour améliorer les choses. Non pas en compétition avec les hommes, non pas en guerre avec les hommes. C'est pas ça le but. Il y a déjà trop de guerre. C'est juste que dans le monde, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. C'est ensemble que nous devons cheminer. Et donc, il faut que les femmes aussi manifestent pleinement leur capacité de leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde en a besoin pour résoudre les crises, que ce soit dans les familles,
familles, que ce soit dans les entreprises et que ce soit à l'échelle des nations. Et d'ailleurs, pour cette conférence, Cécile Kenge fera le déplacement. Elle sera avec nous, avec d'autres femmes qui ont eu des parcours remarquables dans différents domaines pour partager ces expériences et montrer aux femmes que quand elles le veulent, elles ont en elles les capacités pour se dépasser et pour avoir un impact positif dans nos sociétés. Où peut-on se procurer les informations relatives à cette conférence? Il y a un site, une adresse mail? Il y a un site internet conçu spécialement pour la conférence, c'est www.cdcf.ministerciel.fr. Je rappelle donc Femmes chrétiennes, leadership féminin, restituer la place de la femme dans les Écritures, ouvrage donc de Laurence Ndong. Merci infiniment de nous avoir honoré le livre, on le trouve aux éditions Atramenta et sur toutes les plateformes de vente en ligne, Amazon et toutes les autres. Merci infiniment pour ces précisions. Vous avez fait le déplacement de Paris pour répondre à notre invitation. Soyez-en remerciés, Laurence Ndong. On aura en tout cas l'occasion de vous revoir si la situation politique au Gabon devait évoluer, bien évidemment. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je vous en prie, quant à moi, je vous retrouve prochainement, même heure, même lieu, sur le plateau d'Horizon Intellectuel sur Al Mouatine TV. À très bientôt.